Richard Grondin, la voix de l'emploi sur le web. T'as pas de job? Lui, il va t'en trouver une. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette première édition de La Voix de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'immigration. On se revoit après la pause. Plus besoin de te cloner pour aller à 1000 entrevues. Laisse-toi trouver par des milliers d'employeurs qui veulent te connaître et choisis le meilleur. Inscris-toi gratuitement sur fulljobs.ca et découvre la nouvelle façon de trouver la job et l'employeur parfait pour toi. Remplis ton profil avec ton CV une seule fois et tu peux appliquer sur tous les emplois. Plus besoin de tout remplir à chaque fois. Trouver un emploi est plus simple que jamais. En plus, tu rejoins un réseau axé sur le travail où tu peux échanger et suivre l'actualité des autres membres et employeurs qui t'intéressent. Deviens membre de fulljobs.ca et choisis facilement l'employeur et l'emploi que tu mérites. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous présenter nos invités ce matin. M. Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat de Québec. M. Alupa Clark, directeur général de l'Association hôtelière de la région de Québec. Et la référence en matière d'immigration, Maître Maxime Lapointe. Messieurs, le Québec est présentement en récession. Il y a un manque de personnel et de logement, sachant que le creux de la vague sera environ dans 2030. Est-ce qu'on a déjà frappé le mur? Monsieur Blackburn. D'abord, bonjour. Ça me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans les données de la démographie que nous avons démontre que la population va continuer de vieillir. Donc, on doit pallier au départ à la retraite de 1,6 million de personnes d'ici 2030. Que notre courbe démographique de notre population elle est plus vieillissante ici qu'ailleurs au monde. Seulement quelques juridictions comme la Colombie-Britannique ou le Japon peuvent se comparer en termes de courbe démographique à celle du Québec. Alors, on s'attend de continuer de connaître, je dirais, un déclin de cette population active jusqu'en 2034. Et avant de pouvoir inverser la courbe, on parle de 2056. Alors, vous voyez bien que la situation démographique dans laquelle on se retrouve, qui met une pression énorme sur le marché du travail, va continuer d'être présente et encore pendant de nombreuses années. Monsieur Clark, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, donc là, vous parlez du fait qu'il manque de logements là, pour les immigrants et travailleurs étrangers. C'est sûr que l'ensemble de la communauté doit être mis à contribution. Et puis, clairement, toute question d'immigration et de travail étranger, ça doit être pris d'un point de vue pragmatique. Il faut toujours pondérer les besoins du marché, de nos industries, de nos secteurs, notamment le secteur hôtelier. Nous, la question de la main-d'œuvre, c'est une variété de solutions, un éventail de solutions auxquelles on a recours. Ça peut être de moderniser nos façons de faire, nos méthodes de travail, mais on veut également avoir des initiatives, soit des entreprises de recrutement étranger, des gouvernements, des associations pour contribuer aussi au bâtiment, construire des logements. Donc, on n'a pas frappé un mur. Vous savez, on est une société très dynamique. On a toujours reçu une quantité importante d'immigration. Mais c'est sûr que, comme on l'a vu dans l'actualité récemment, là, il y a peut-être un nombre très important qui arrive, notamment les étudiants étrangers puis les travailleurs temporaires. Donc, c'est clair qu'il faut trouver des solutions pour encadrer le tout, puis financer également les mesures puis toutes les initiatives pour s'assurer que ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils ont les services requis, mais les logements, puis aussi la mobilité. En Québec, c'est un très gros problème. Donc, que ce soit la mobilité des touristes à destination, l'accès de la destination, mais aussi la mobilité de la main-d'œuvre. Donc, nous, tous nos établissements d'hébergement en périphérie, c'est bien beau d'engager des travailleurs étrangers, voire même des demandeurs d'asile là, qui sont ici, mais s'ils ne sont pas capables d'aller jusqu'à l'endroit où ils doivent travailler, c'est un problème. Donc, c'est une panoplie d'enjeux. Ce n'est pas juste une question de nombre, c'est une question de service aussi. Vos besoins dans l'industrie, M. Clark et puis M. Blackburn, ça se trouve être quoi exact, M. Blackburn? D'abord, actuellement au Québec, il y a plus de 150 000 postes encore de disponibles dans toutes les régions du Québec, et ce, tous secteurs confondus, là. Alors, ceux qui pensent que c'est simplement quelques secteurs qui sont touchés, dans les faits, c'est tous les secteurs qui sont touchés. Dans certains, plus que d'autres. Dans le secteur de la construction, à titre d'exemple, c'est environ 13 000 postes qui sont disponibles aujourd'hui, qui n'ont pas de preneur. Alors, vous voyez bien dans la spirale dans laquelle on se retrouve. Ces 150 000 postes de disponibles font en sorte que l'enjeu numéro un
des employeurs actuellement demeure toujours la pénurie de main-d'œuvre. Nous avons un employeur sur deux qui refuse des nouveaux contrats parce que malheureusement, ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour être capables de les réaliser. Nous avons près d'un employeur sur deux qui reporte ou cancelle des projets d'investissement, et ça, c'est en lien directement avec la pénurie de main-d'œuvre, donc il n'y a pas de travailleurs pour être capable de les réaliser. Simplement, ces deux données correspondent à des milliards de dollars de pertes en économie au Québec, simplement relié à la pénurie de main-d'œuvre. Alors, ceux qui préconisent et qui disent que la pénurie de main-d'œuvre, c'est une bonne nouvelle, bien malheureusement, c'est loin d'être une bonne nouvelle pour l'écosystème ou l'économie québécoise qui, elle, malheureusement, n'arrive pas à atteindre la croissance qu'elle devrait atteindre parce que malheureusement, on manque de travailleurs. Alors ça, c'est la réalité dans les entreprises actuellement. Et lorsqu'on regarde devant nous, même si le taux de chômage a augmenté légèrement, bien, le taux de postes vacants demeure très important. Alors ça, c'est une réalité qui est indéniable. Il y a aussi des secteurs, par contre, qu'il faut le rappeler, qui sont plus lourdement touchés. Le secteur de la restauration, par exemple, on est ici avec des gens qui connaissent bien le secteur de l'hébergement, qui ont été des secteurs plus longuement touchés et plus durement touchés avec la pandémie, la fermeture des économies, etc. Alors, ces secteurs nécessitent plus de temps pour être capables de se remettre sur pied. Puis, bien évidemment, jumelé à la pénurie de main-d'œuvre, bien, ça vient occasionner, je dirais, un lot de défis importants. Dans ces jours-ci, là, actuellement, l'aide fédérale qui était apportée, entre autres, aux entreprises en prêt pour les aider à passer à travers la COVID, doit être remboursée aujourd'hui même. L'échéance est arrivée. Malheureusement, dans beaucoup de cas, entre autres dans le domaine de la restauration et dans le domaine de l'hébergement, et même dans le secteur touristique, les entreprises n'ont pas réussi à être capables de se remettre à niveau pour générer davantage de retombées économiques et davantage d'oxygène dans leur propre organisation. Et cette exigence ou cette ligne dure du gouvernement fédéral de ne pas prolonger ou de ne pas octroyer de délai supplémentaire va malheureusement occasionner des fermetures de ces entreprises dans certains secteurs parce qu'actuellement, elles n'ont pas la capacité de pouvoir rembourser leurs prêts compte tenu de l'arrêt de leur secteur jumelé à la pénurie de main-d'œuvre. Alors, vous le voyez, là, tous les jours, il y a des exemples concrets qui font en sorte que, malheureusement, le Québec souffre de la pénurie de main-d'œuvre et va souffrir encore pendant de nombreuses années si on n'arrive pas à adresser les éléments pour pallier à cette pénurie de main-d'œuvre. D'ailleurs, en 2021, le Conseil du patronat du Québec, nous avons dévoilé 10 solutions qui, selon nous, si elles étaient appliquées à court, moyen et long terme, nous serions en mesure de pallier à la pénurie de main-d'œuvre. L'immigration, bien évidemment, en est une des solutions, mais ce n'est pas la seule. Il y avait 9 autres solutions en parlant de littératie, d'innovation, de reconnaissance des acquis, de mobilité de la main-d'œuvre, de numératie et d'investissement technologique et aussi de permettre à des travailleurs qui sont un peu plus éloignés du marché du travail de pouvoir rejoindre les forces vives du marché du travail. Et j'ai en tête l'exemple des travailleurs expérimentés de 60 à 69 ans. Si nous avions le même taux d'emploi que l'Ontario, parce que notre premier ministre aime se comparer à l'Ontario, si nous avions le même taux d'emploi des travailleurs expérimentés de 60 à 69 ans que celui de l'Ontario, c'est probablement 75 à 90 000 travailleurs qui seraient dans nos entreprises aujourd'hui à aider les employeurs à pallier la pénurie de main-d'œuvre. Mais malheureusement, pour des raisons fiscales, pour des raisons financières, nous ne sommes pas arrivés encore à reconnaître ou à sensibiliser davantage ces gens. Et le CPQ, on travaille très, très fort pour justement mettre sur pied un programme qui va permettre aux entreprises et qui va sensibiliser les gouvernements à mettre en place les meilleures mesures possibles pour favoriser le retour ou le maintien des travailleurs sur le marché du travail, les travailleurs de 60 à 69 ans, entre autres. Monsieur Tla? Oui, mais M. Grondin, écoutez, les besoins en main-d'œuvre à Québec, là, nous, l'industrie hôtelière, on représente 6 500 employés. Donc, on est le 3e créateur d'emplois dans la grande région de Québec. L'été 2022, lors de la sortie de la pandémie, là, on avait sur 6 500 employés, il nous en manquait 2 000. Et puis, l'été dernier, donc l'été qui vient de passer en 2023, là, il nous en manquait entre 500 et 1 000. Donc, voyez-vous, la problématique se résorbe. Il y a de l'autoréglementation, on le voit dans l'hôtellerie, dans la restauration, au niveau des changements de mœurs, d'habitudes, de plage horaire. Il y a des restaurants qui ferment à certaines journées, l'heure du dîner. Même chose pour les hôtels. Il y a des étages qui sont fermés. Là, c'est plus ou moins le cas, mais il y a toutes sortes de façons d'autoréguler. Mais en ce moment, nos gros besoins, nous, c'est la main-d'œuvre qualifiée.
Et c'est les postes de direction de tout acabit. Donc, que ce soit dans la réception, la comptabilité, les banquets, la restauration, l'hébergement, les femmes de chambre également, donc tout ce qui est l'entretien ménager. Il y a vraiment un besoin criant en ce qui a trait au poste de direction. Mais je vous dirais que, tu sais, les trois enjeux, c'est vraiment le logement, le transport et tout ce qui est administratif en ce qui a trait au recrutement de travailleurs étrangers. C'est peut-être 10 à 30 de la solution pour nous, là, les hôteliers à Québec, l'apport de l'immigration des travailleurs étrangers. Mais ce qui manque criamment, je trouve, à Québec, et c'est le leadership politique, et c'est la concertation, la collaboration et la coordination. C'est notamment pourquoi l'Association hôtelière de la région de Québec ainsi que l'Office de tourisme Destination Québec Cité, on a un comité conjoint duquel on a mis en place un projet porteur, là. Donc, l'association est responsable de toute initiative pour pallier à la rareté de la main-d'œuvre dans les années à venir à Québec. C'est un problème qui va durer jusqu'en 2035. Donc, nous, actuellement, en collaboration avec le ministère du Tourisme, avec le Conseil québécois de ressources humaines en tourisme, ainsi que le gouvernement fédéral, on conduit un sondage exhaustif puis un état des lieux auprès des 835 membres de l'Office de tourisme qui œuvrent dans le tourisme à Québec, dans les 5 secteurs, que ce soit l'attraction, le transport, l'hôtellerie, la restauration. On veut vraiment aller voir quelles sont les problématiques en ce qui a trait à la main-d'œuvre, parce que le manque de main-d'œuvre, c'est pas nécessairement un manque de ressources humaines, hein. Ça peut être aussi un manque de maturité au niveau de l'entreprise, au niveau des activités, au niveau de la technologie qu'ils utilisent. Ça peut être une problématique au niveau de ne pas être à niveau en ce qui a trait avec les nouvelles méthodes de travail aujourd'hui, l'échange d'employés, par exemple. Donc, mais au-delà de toutes ces initiatives-là qu'on conduit de manière sectorielle et au niveau de l'association, j'aimerais vous faire part d'un modèle incroyable. C'est le modèle de Winnipeg. Probablement que M. Blackburn est au courant, mais dès le début des années 2000, à Winnipeg, l'ensemble de la destination, des paliers gouvernementaux, des intervenants, des chambres de commerce se sont mis ensemble. Ils ont fait venir 80 000 Filipinos en 20 ans. Il n'y a pas de problème de main-d'œuvre à Winnipeg. Et un des problèmes ici au Québec, en tout cas dans mon humble avis, là, c'est qu'il y a un grave manque de coordination entre les acteurs, puis il y a un manque de leadership. Vous savez, nous, la plupart de nos membres hôteliers, ils disent il n'y a aucun problème, on est prêt à mettre le temps requis pour remplir la documentation. Monsieur Lapointe est bien au courant de tout ça. Mais il y a une incertitude quant au délai. Il y a une incertitude quant à l'acceptation des dossiers. Il y a une incertitude quant aux coûts financiers. Ça va de 2 500 à 15 000 par tête de pipe. Donc, c'est énormément d'investissement. Et les lois, bien entendu, qui sont là pour encadrer et protéger les travailleurs étrangers, c'est tout à fait louable, mais ça amène aussi son lot d'incertitudes. Vous savez, le permis de travail ouvert, ça fait en sorte que vous pouvez, en tant qu'hôtelier, travailler pendant 12 mois à faire venir un travailleur, mais il peut vous quitter après quelques mois. Vous devez également lui donner du travail à temps plein, ce qui n'est pas nécessairement possible lorsque vous travaillez dans un domaine de saisonnalité. Donc, nous, nos besoins, je répète, c'est la main-d'œuvre qualifiée, c'est des postes de direction, mais un de nos gros besoins, c'est une certitude, une coordination et un leadership concerté de la part des gouvernements et de l'ensemble des parties prenantes là, de l'écosystème touristique, en tout cas pour notre part, dans la région de Québec. Si je peux me permettre un élément, ce que M. Clark mentionne est extrêmement important par rapport, entre autres, à Winnipeg ou même aux autres provinces canadiennes. Vous savez, ici au Québec, c'est seulement ici, dans les provinces canadiennes, où il y a une double juridiction, où le Québec a une responsabilité et le fédéral a une responsabilité. Alors, malheureusement, lorsqu'il y a des points de divergence, bien, chacun des collaborateurs, normalement, sont extrêmement rapides pour accuser l'autre de ces problématiques. Et c'est ce qui fait qu'au Québec, c'est plus compliqué, c'est plus lourd et c'est plus cher qu'ailleurs. Et quand on regarde, par exemple, en termes de mois, comment se fait-il qu'on arrive à régulariser les dossiers d'un travailleur étranger en quelques mois du côté de l'Ontario, par exemple, alors que ça peut prendre jusqu'à 18, même des fois 24 mois du côté du Québec. Alors, vous voyez qu'il y a un exercice à faire. Il y a eu des attentes, je pense, puis des avancées, il faut le rappeler, avec le gouvernement fédéral, avec le gouvernement du Québec, sur la volonté de réduire les problématiques reliées justement au traitement des dossiers, les données, etc. Je pense qu'on est dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Je vous avais justement répondu à ma prochaine question sur le délai d'immigration qui ont ni qu'une tête, là. Maître Lapointe, si vous voulez dire quelque chose là-dessus. Moi, je dis toujours, immigration temporaire, permanent, la compétence du Canada, du Québec. Déjà, on a perdu tout l'auditoire, là. Donc,
Ouais. C'est difficile de naviguer là, au niveau du partage des compétences en matière d'immigration. Vous avez raison, M. Blackburn, 2 juridictions, hein, l'accord Canada-Québec qui date de 1991, bon, prévoit des droits, hein, des obligations, des responsabilités aussi hein, de l'ordre fédéral, provincial. Bon. En matière de recrutement international, d'une année à l'autre, les délais fluctuent. Mais je dois vous dire qu'actuellement, dans une demande dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, où on fait une demande à Service Canada puis une demande au ministère de l'Immigration du Québec, les dossiers sont généralement traités en 2 mois. Donc, ça va vraiment bien. Je ne peux pas vraiment me plaindre. À part, oui, vous avez raison, M. Blackburn, M. Clark aussi, les frais gouvernementaux, hein, c'est 1 000 $ par travailleur qu'on envoie à Service Canada, puis c'est 444 $ qu'on envoie à Immigration Québec. Les entreprises trouvent que c'est trop cher. Donc, est-ce que politiquement, on veut se sortir du programme des travailleurs étrangers temporaires, qui est un programme fédéral? Est-ce que le Québec voudrait avoir sa propre compétence? C'est une option. Ensuite, pour la résidence permanente aussi, bon, les seuils, on en reparlera plus tard, c'est autre chose. Mais je vous dis, la machine au niveau des permis de travail, ça va quand même bien. Le programme Mobilité internationale, exemple, pour des jeunes de 18-35 ans en France, entre autres, nous, on a un département de recrutement international, on recrute justement dans le secteur hôtelier des réceptionnistes, des superviseurs, entre autres. Ce programme-là qui est uniquement fédéral, là, qui ne fait pas l'affaire du Québec, malheureusement, parce qu'il y a des travailleurs étrangers qui viennent vivre au Québec avec l'accord du fédéral sans que le Québec en ait aucune idée. Ça va environ en 2 mois aussi. Donc, pour attirer de la main-d'œuvre, si on s'y prend bien, puis surtout au bon moment, exemple dans le domaine hôtelier, si on s'y prend, exemple au mois d'octobre, novembre, quand c'est plus tranquille, on finit la saison, on est sûr d'avoir des travailleurs au printemps. Et c'était pas toujours le cas, M. Blackburn. Les délais de traitement, on s'en rappellera, en 2021, j'avais sorti dans les médias en disant, là, ça fait 8 mois, j'attends mon évaluation de l'impact sur le marché du travail. Et 10 jours après, j'avais ma réponse. Mais actuellement, ça va quand même bien. C'est important. Tu sais, quand ça va bien, il faut le dire. Quand ça va mal, il faut le dire. Oui, tout à fait. Il y a eu des ajustements, puis effectivement, de certains côtés administratifs, ça va mieux. Maître Lapointe, vous avez fait un beau livre, si vous voulez vous le présenter à l'écran, qui s'appelle « Pour une immigration plus transparente ». Et j'ai lu dans votre livre qu'il serait préférable de prendre les candidats déjà sur place. Qu'est-ce que vous voulez dire? On parle de la résidence permanente là, dans ce volet-là. Moi, je dis, premièrement, des gens qui parlent français et qui travaillent au Québec depuis 12 mois, moi, je les prends tous. Là. Donc, je les retirerais des seuils annuels d'immigration parce qu'il y a des gens qui traînent sur les lignes de côté. Je pense, entre autres, on parlait il y a quelques secondes du programme Mobilité internationale, le fameux permis vacances-travail, hein, le PVT. Donc, à tous les ans, il y a des articles dans les médias qui disent une famille de Français a mal renouvelé ses papiers, c'est des immigrants parfaits, ça n'a pas d'allure. Mais la réalité, permis vacances-travail, c'est un permis de 2 ans qui ne se renouvelle pas. Donc, si les gens essaient de renouveler le permis, c'est sûr que ça va être refusé. Et pour demander la résidence permanente, depuis la réforme de 2020, dans le programme Expérience québécoise, on exige 24 mois de travail à temps plein. Donc, la journée où je termine mon expérience admissible pour pouvoir demander la sélection permanente au Québec, bien, je ne peux plus travailler. Donc, il y a des solutions là-dedans. Moi, je ne fais pas juste dire qu'il y a des problèmes. Si, exemple, le PVT, permis vacances-travail, si on boostait les quotas, on les mettait illimités pour la France, exemple, comme c'est le cas pour l'Australie, bien là, on pourrait avoir un bassin illimité de Français qui viendraient chercher de l'emploi comme avant, ils porteraient leur CV aux entreprises, puis essaieraient de se faire embaucher. Puis si on augmentait la durée du permis vacances-travail, exemple, à 3 ans au lieu de 2, bien, on éviterait le renouvellement. Moi, les gens m'appellent au bureau à toutes les semaines, je dois dire. Si l'employeur ne veut pas vous faire une démarche de recrutement international, votre parcours d'immigration, c'est terminé, là. Le permis vacances-travail ne se renouvelle pas. Donc, pour la résidence permanente, moi, je ramènerais le programme Expérience québécoise à 12 mois de travail, comme c'était avant 2020. 12 mois de travail, un niveau de français, je vous prends. Jusqu'à 22 % de l'immigration canadienne, qui va être en passant à 500 000 nouvelles admissions en 2025. Donc, le Québec a la marge de manœuvre d'aller sélectionner les immigrants qu'il veut, mais il ne le fait pas actuellement. Vous avez écrit aussi la pénurie de main-d'œuvre est plus importante que l'urgence d'expulser. Non, pas ça. D'expulser un travailleur. Ouais. Ben, dans mon livre, dans le fond, c'est la chronique de l'actualité de l'immigration de 2018 à 2023. C'est ventilé en 53 chapitres. Puis un chapitre qui a fait beaucoup parler dans l'actualité, c'est lorsque j'ai sauvé de l'expulsion un travailleur étranger qui travaillait dans un restaurant de la ville de Québec et qui devait se faire déporter là, au mois de septembre. C'est 2022. Et de ce que je disais dans les médias, il n'y a pas d'urgence à déporter quelqu'un qui a fait une demande d'asile qui a été refusée. Là. Donc, les bureaux des services frontaliers expulsent des centaines de personnes par semaine. Et moi, je dis, les travailleurs sont déjà en emploi, la pénurie de main-d'œuvre est plus forte
que l'urgence de déporter quelqu'un qui travaille pour lequel l'employeur va devoir repayer pour faire revenir pendant qu'il est déjà ici. Et moi, ce que je demande dans mon livre, il y a 12 recommandations, et la recommandation sur ce sujet-là particulièrement, c'est de faire un moratoire, un sursis sur les expulsions, le temps que le fédéral planche sur son programme de régularisation des sans-papiers. Ça fait 1 an et demi que le fédéral nous dit qu'ils vont travailler sur un programme pour régulariser les sans-papiers. En 2022, on nous disait qu'il y avait entre 500 000 et 2 millions de sans-papiers. Là, aujourd'hui, le ministre Marc Miller dit que c'était entre 4 et 700 000. Ils n'en ont aucune idée. Donc, moi, ce que je demande aux 2 paliers de gouvernement, entre autres dans mon livre, c'est de recenser les sans-papiers, recenser les travailleurs étrangers, comptez-les. Comptez les gens qui veulent demander la résidence permanente parce que les politiciens se plaisent à dire « Ah, les travailleurs étrangers, ils viennent juste travailler temporairement, ils veulent repartir. Les étudiants étrangers, ils ne veulent pas vraiment rester ici. » Posez-leur la question au lieu de le dire à leur place. Vous parlez aussi d'exode vers le Canada. Oui. Là, on le voit. Là. Les gens utilisent les programmes du Canada pour mieux revenir au Québec. Au niveau constitutionnel, ce qu'il faut comprendre quand on a un résident permanent ou un citoyen, l'article 6 la Charte canadienne des droits et libertés prévoit la mobilité dans le pays. Donc, quand on a un résident permanent du Canada, même si j'ai été approuvé, exemple, par le Québec, je peux aller vivre en Ontario, il n'y a pas de problème. Mais l'inverse est vrai. Et là, on le voit depuis 2 ans. Ça fait 14 ans que je pratique en immigration. C'est la première fois que je vois des gens qui utilisent des programmes d'autres provinces pour venir vivre au Québec. On le voit, entre autres, dans les délais de traitement faramineux, des demandes de regroupement familial. Les gens parrainent leur épouse à l'étranger. Les délais au Québec, c'est 39 mois actuellement. Et dans le reste du Canada, c'est 12 mois. Donc, les gens disent, moi, je vais déménager en Ontario, je vais finir mon dossier, puis je vais revenir vivre au Québec. Et en toute légalité constitutionnelle, dans la mesure où on demeure le Québec dans le Canada, l'article 6 de la Charte nous permet de bouger dans le pays. Et ça, c'est un enjeu de frontières et de juridiction d'immigration qui va être vraiment intéressant à suivre dans les prochaines années. Monsieur Blackburn, c'est quoi que le gouvernement devra faire pour faciliter l'immigration ici au Québec? Ben, d'abord, peut-être d'en discuter dans un environnement qui est exempt de polarisation des débats. C'est une chose, je pense, qui devrait être extrêmement intéressant. Et revoir, entre autres, les seuils d'immigration. On a eu l'occasion dans les derniers mois, dans les dernières années, entre autres, de parler beaucoup de cet aspect-là où est-ce que ce serait 50 000, 35 000, 75 000, 80 000. La position que nous avons toujours défendue au Conseil du patronat du Québec était de celle de se positionner en lien avec les besoins du marché du travail. Et lorsqu'on regarde les évaluations du gouvernement du Québec lui-même, il faut en être conscient. Comme par exemple, en 2017, le gouvernement du Québec avait fait l'évaluation que de 2017 à 2026, il avait un besoin de 1,4 million de travailleurs pour remplacer ceux qui allaient prendre leur retraite. Il a réactualisé ces chiffres en 2022 pour faire en sorte que de 2023 à 2030, nous avons besoin maintenant de 1,6 million de travailleurs pour pallier au départ à la retraite. Et lorsqu'on regarde mathématiquement, selon les chiffres du gouvernement, encore une fois, d'où vont provenir les futurs travailleurs pour combler les places qui seront laissées vacantes par ceux qui auront pris leur retraite, 50% vont provenir des étudiants. Ceux qui sont sur les bancs d'école actuellement ou qui vont aller retourner aux études pour rechercher une compétence particulière vont combler 50% des besoins. Et là, j'arrondis avec des virgules ou des décimales. 25% des besoins, eux, seront comblés par les gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail. Tout à l'heure, je vous ai parlé des travailleurs expérimentés, mais les gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail, ça correspond également aux femmes dans certains secteurs, aux Premières Nations, aux gens en situation de handicap, aux gens judiciarisés, bien évidemment aux travailleurs expérimentés. Si on arrive à mettre les bons efforts aux bons endroits avec les bonnes mesures, on peut penser combler 25% des besoins et 22% des besoins doivent être comblés par l'immigration. Savez-vous à quel chiffre correspond ce 22% des besoins? 80 000 immigrants permanents par année. Pourquoi? Parce que ce n'est pas 100% de ces 80 000 immigrants permanents qui vont dans le secteur économie. Vous avez entendu parler beaucoup dans les derniers jours de réfugiés politiques, de réunification familiale. Alors, normalement, c'est 65% des gens qui sont dans l'immigration permanente, qui sont du côté économique, donc qui viennent ici, qui sont choisis par le Québec en fonction des compétences et des expériences qu'ils détiennent. Et 35% est relié à, je dirais, à ce qu'on appelle les réfugiés politiques ou les réunifications familiales ou l'immigration humanitaire. Alors, si on additionne ces 3 bassins, en 2031, normalement, on devrait être en mesure de pourvoir aux besoins du marché du travail. Malheureusement, les faits sont têtus, les chiffres sont têtus. Nous n'avons jamais atteint le seuil de 80 000 par année. Depuis 2017,
Cette année, depuis 2017, c'est le plus haut chiffre où on parle d'environ 56 000, mais à partir de 2017, c'était 44, 51, 34, et ça a toujours été comme cela. Et il y a eu une légère augmentation après la pandémie, ce qui fait que c'est accumulé un retard important sur le calcul des besoins du marché du travail en lien avec l'immigration permanente. Bien évidemment, le fait que les travailleurs étrangers temporaires, c'est un programme qui est disponible pour les entreprises partout au Canada, incluant le Québec. Bien évidemment, les besoins de nos entreprises sont en partie comblés par les travailleurs étrangers temporaires. C'est ce qui fait que nous assistons à des montées importantes de travailleurs étrangers temporaires dans l'écosystème québécois. Donc, vous voyez là qu'il y a des besoins qui sont extrêmement importants, basés et reliés au marché du travail. Et c'est vraiment cette position qu'au Conseil du patronat du Québec, nous avons toujours défendue et que nous continuerons toujours de défendre. Nous devons, en quelque sorte, orienter nos seuils d'immigration en lien avec les besoins du marché du travail. Et là, je rejoins la ministre Fréchette de l'Immigration du gouvernement du Québec qui mentionne que pour la partie de immigration politique, réunification familiale ou réfugiés, bien que le Québec devrait recevoir sa part dans l'écosystème pan-canadien. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Nous recevons davantage de réfugiés politiques partout ailleurs au Canada. Et il devrait y avoir un balancement qui ferait en sorte que la proportion de travailleurs, de réfugiés politiques serait basée sur la proportion du Québec. Ça nous permettrait, je pense, d'atteindre un équilibre qui ferait en sorte que du côté du travail, nous aurions l'immigration permanente basée sur les besoins du marché du travail et du côté réfugiés politiques ou réunification humanitaire, bien, celle-ci serait basée sur la proportion du Québec à l'intérieur de la Fédération canadienne. Ça m'apparaît être logique, ça m'apparaît être correct et équitable. Monsieur Clark? Oui, bien écoutez, moi je suis loin d'être un expert en ce qui a trait à l'immigration. Monsieur Lapointe, Monsieur Blackburn viennent de faire un très bon tour d'horizon de ce qui pourrait être fait par nos différents paliers gouvernementaux, soit fédéraux ou provinciaux. Mais une chose qui est certaine, puis c'est sûr, je vais parler pour ma paroisse, mais il faut prioriser le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Il n'y a pas seulement les filières batteries ou bombardiers là, qui contribuent à l'essor économique du Québec. Vous savez, nous ici, les 200 établissements d'hébergement de la grande région de Québec, on fait en sorte que Québec est une des destinations internationales les plus prisées par les touristes américains, allemands, français et asiatiques. On était la destination numéro 1 au Canada, 8 semaines consécutives, c'est-à-dire 8 semaines dans l'année en 2023. Destination numéro 1 à Noël pour la deuxième année consécutive. Et vous savez, les G7, les G20, les grandes organisations internationales, quand ils viennent au Canada pour se rencontrer, c'est dans nos hôtels qu'ils sont. Les premières personnes à rencontrer les étrangers qui viennent chez nous, ce sont les hôteliers. C'est la première carte de visite d'un pays. Donc, lorsqu'on est un pays industrialisé comme le Canada, post-moderne, qui s'inscrit là dans l'OCDE, le FMI, l'ONU, etc., on est un pays qui a une participation très importante dans le monde. Vous savez, nous, nos vis-à-vis qui arrivent ici des autres pays industrialisés, ils n'ont pas nécessairement de problématiques de main-d'œuvre et eux, ils s'attendent à être bien servis puis de voir un pays qui est dynamique et qui est capable de recevoir des grandes organisations. Donc, on a un problème. Tout ça pour vous dire que si j'aurais quelques conseils à donner, c'est davantage d'efficacité et d'efficience en ce qui a trait à la réception des demandes, de prioriser les demandes qui proviennent de notre secteur et aussi d'avoir davantage de leadership concerté et coordonné. Encore une fois, je parle pour la région de Québec. Lorsqu'on regarde le modèle de Winnipeg, je me répète, mais tous les acteurs se sont mis ensemble. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate après 2 ans de représenter les hôteliers, c'est que souvent les entrepreneurs sont en pause, regardent ce qui se passe et les gouvernements également ne sont pas nécessairement pressés d'agir parce qu'eux-mêmes ne veulent pas nécessairement contribuer à faire venir davantage de gens et que ces gens-là ne seront pas nécessairement employés. Donc, chaque partie prenante se regarde et attend de voir qu'est-ce que l'autre va faire. Mais ça prend une concertation, ça prend un leadership clair, ça prend aussi des volontés fortes et une organisation à la destination pour s'assurer qu'on coordonne le tout. Ça prend des logements, ça prend de la mobilité, ça prend des dossiers qui sont acceptés rapidement. Voyez-vous, c'est pas tout à fait normal. Moi, je suis très heureux de le faire, là, mais c'est pas tout à fait normal qu'une association comme la nôtre doit avoir la volonté de conduire un état des lieux exhaustif. Ça nous coûte des dizaines de milliers de dollars de conduire ce projet-là pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans notre réseau, quels sont nos besoins. Donc, oui, certes, les gouvernements nous aident,
mais moi, je considère qu'il devrait y avoir un dynamisme beaucoup plus fort de la part de tous nos intervenants politiques pour orchestrer, coordonner, puis pas juste dire, ben nous, on crée des lois et on réglemente l'industrie. Venez vous asseoir avec nous, puis aidez-nous à aller de l'avant. Voyez-vous, hier matin, j'étais dans une conférence fort intéressante avec Mme Christine Fréchette, par ailleurs, justement, la ministre de l'Immigration au Québec. Et puis, elle mettait de l'avant toutes les initiatives très importantes là, que le gouvernement du Québec a mis en place dans les 18 derniers mois. Mais encore là, je vous dirais, c'est plus que juste faire venir des gens au Québec. Il faut que le gouvernement ait un appui réel auprès des entrepreneurs pour les aider dans tout ça. Donc, voilà. Et en 3 minutes, Maître Lapointe, vous avez parlé de la réouverture dans votre livre de l'accord Canada-Québec. Oui, je pense qu'on est rendu là. Hein? L'accord Canada-Québec date quand même de 1991, puis c'était un peu la résultante hein, de l'échec de l'ACMIC, puis l'accord d'avant datait de 1978, je me rappelle. Donc, ça fait 30 ans là, que quand on lit l'accord, on voit que c'est bourré de bonnes intentions. Là, on veut que le Québec puisse garder sa proportionnalité dans le Canada, qu'il ait accès à sélectionner son niveau son poids démographique pour maintenir une proportionnalité. Dans la réalité, le Québec ne le fait pas là, en sélectionnant environ entre 10 et 15 % de l'immigration canadienne. La taille du Québec rapetisse dans le Canada, c'est indéniable. Vous avez dit, messieurs, bon, le Québec doit faire son effort en matière de réfugiés, mais quand, exemple, le fédéral lance un programme pour régulariser, exemple, des réfugiés de l'Afghanistan à hauteur de 40 000 personnes. Le Québec ne participe pas. En matière de réunification familiale, le Québec dit au Canada, vous allez faire l'admission de 10 000 demandes, mais il y en a 38 000 dans la machine, mais la réunification familiale, c'est de compétence strictement fédérale. Donc, personne ne respecte l'accord. Et l'accord, à l'article 33, c'est écrit, chacune des parties peut demander à l'autre de rouvrir l'accord dans un délai de 6 mois. Donc, le gouvernement, ce qu'il doit faire, provincial ou fédéral, c'est dire, bon, ben dans 6 mois, on se rassoit, donc ça nous met au 1er juin, exemple, et voici ce qu'on a l'intention de vous demander. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas juste de dire dans les médias, le gouvernement, François Legault, dire je veux tous les pouvoirs en immigration sans vraiment savoir qu'est-ce que ça implique. Parce que ça implique quoi? Il faut donner tous les pouvoirs, donner des passeports, donner des visas, gérer les frontières. Donc, je pense que c'est le temps de revoir les compétences et surtout, en terminant, le Canada doit payer des sommes en matière d'accueil de réfugiés, entre autres, au Québec. Et là, actuellement, le fédéral ne veut pas payer la note. Donc, l'accord est bafoué et c'est le temps de revoir un peu les compétences en matière d'immigration, à mon avis. M. Blackburn? Je pense qu'effectivement, on doit profiter de l'occasion parce que on l'a vu dans les derniers mois, dans les dernières années, il y a peut-être une belle occasion actuellement de travailler à moderniser ce qui peut être modernisé, à revoir certains critères, certains éléments qui vont nous permettre, avec des indicateurs, de traiter, je dirais, le dossier de l'immigration dans son ensemble sur des bases factuelles. Et malheureusement, le contexte actuel favorise davantage la polarisation. Il y a souvent des propos polémistes qui sont malheureusement véhiculés par différentes personnes qui n'aident pas à faire de ce débat un débat intelligent, j'oserais dire. Mais c'est un débat qui est extrêmement important pour la vigueur économique du Canada, mais surtout la vigueur économique du Québec. Et ceux qui pensent que l'immigration peut être rejetée du revers de la main, malheureusement, font une mauvaise lecture des besoins de notre société, tant au niveau social qu'au niveau économique. Et c'est dans ce contexte-là, je pense qu'il faut envisager ces discussions, ces échanges. Et j'espère qu'à terme, la raison l'emportera sur la démagogie et qu'on pourra se doter vraiment de bonnes mesures correspondant à la réalité, mais surtout aux besoins du Québec. M. Clark, en conclusion. Oui, bien écoutez, s'il faut changer, oui ou non, l'accord Canada-Québec, je vais laisser ça à nos politiciens. C'est quand même un enjeu très sensible parce que ça s'inscrit dans une trame narrative historique fort importante au Canada. Vous savez, l'ascension des velléités séparatistes du Québec, la Révolution tranquille, tout ça explique en quelque sorte, avec l'enchâssement de la Charte sans la signature du Québec en 82, la Charte canadienne des droits et libertés, bien sûr. Donc, tout ça a mené M. Mulroney, vous savez,
à faire en sorte en 91 d'avoir un esprit ouvert. Suite aux ententes de Charlottetown et du Lac-Meech qui n'ont pas porté fruit, d'avoir des ententes administratives avec les différentes provinces. D'ailleurs, le fait de pouvoir avoir un champ de compétences partagé au niveau de l'immigration, toutes les provinces pourraient s'accaparer de ce champ de compétences-là, mais seul le Québec, à ma connaissance, le fait. Une chose qui est certaine, c'est que d'être une fédération, il y en a 22 dans le monde, je crois, si je ne me trompe pas, ça amène son lot de complications. Mais je demeure convaincu, par contre, que la décentralisation sert toujours mieux les intérêts politiques de tout un chacun. Mais si on peut peaufiner, améliorer l'accord, c'est certain que nous, le secteur hôtelier, on va toujours être derrière ces initiatives-là. Donc, est-ce qu'il faut moderniser l'accord Québec? Certainement. Ça reste à voir aussi, comme on dit, le démon est dans les détails. Donc, il faudrait voir qu'est-ce qui en adviendrait par après. Et puis, mais une chose qui est certaine, l'immigration doit toujours se faire en concordance avec nos valeurs, avec nos besoins aussi, puis avec notre capacité d'accueil. Et je crois que c'est extrêmement important de protéger la langue française, de protéger le poids du Québec dans la fédération. Vous savez, il y a 2 peuples fondateurs. Bien sûr, il y a les Premières Nations, mais les 2 peuples fondateurs, à la fois français et anglais, doivent maintenir leur place historique, culturelle dans le Canada. Et puis le Québec, on perd de plus en plus notre place en quelque sorte. Vous savez, il y a d'autres régions où l'immigration est beaucoup plus importante. Et puis, je peux comprendre que certains voudraient qu'on ouvre les vannes, puis c'est tout à fait compréhensible. Mais il ne faut jamais oublier les fondements aussi de notre histoire, d'où nous venons et où nous allons. Mais je pense que le fait français est extrêmement important. Mais moi, je suis content quand même de voir justement que notre gouvernement provincial actuellement mise sur l'immigration francophone. Je sais, M. Blackburn, que vous étiez en Tunisie, M. Legault, il y a 1 an et demi. Moi, j'étais à Paris à ce moment-là. Et puis, on avait un peu le même discours parce qu'on disait que le Québec, c'était un peu la passerelle entre le monde anglophone et francophone. Mais je pense qu'il y a toutes sortes d'avenues potentielles pour collaborer dans un esprit de coopération. Puis, en tout cas, bref, en conclusion, merci beaucoup de nous permettre à nous, l'Association hôtelière, de participer à cet échange, puis de contribuer aux différentes solutions pour faire sûr que nos besoins en main-d'œuvre soient répondus ici à Québec puis ailleurs. M. Carl Blackburn, M. Alupa-Clark, merci beaucoup de votre présence et nous, on se revoit après la pause. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Le monde du travail a changé. Aujourd'hui, ce sont les employeurs qui font la file devant les travailleurs. Et afficher un emploi coûte cher. Mais ça, c'était avant Full Jobs. Pour 299 $ par année, Full Jobs vous offre le forfait le plus complet, avec l'affichage d'emploi illimité. Une véritable révolution quand on pense à ce que vous offrent les autres sites d'emploi pour beaucoup plus que 299 $. Souvenez-vous que les employés achètent d'abord un environnement de travail. Arrêtez dès maintenant de vendre une job et commencez à vous vendre. C'est la différence Full Jobs qui vous permet de présenter vos attraits et vos avantages avec votre logo, 6 photos de votre entreprise pour montrer votre salle de gym, votre bar ou vos activités de team building et une vidéo corpo pour faire vivre l'ambiance. Mais votre futur employé veut aussi voir de quoi aura l'air son poste de travail. Montrez-lui en publiant 6 photos et une vidéo de son environnement immédiat. Seul Full Jobs vous offre toutes ces possibilités de séduire le candidat parfait pour seulement 299 $ par année. En plus, vous aurez accès aux milliers de CV inscrits sur la plateforme. Parce que Full Jobs, c'est aussi la force d'un réseau. Avec Full Jobs, déclarez la guerre à la pénurie de main-d'œuvre avec la meilleure arme de promotion. Avec Full Jobs, on vend votre entreprise pour que les employés vous achètent. Maître Lapointe, vous avez fait un très beau livre que j'ai lu. Il est vraiment intéressant. Pourriez-vous m'en parler? Oui, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle « Pour une immigration plus transparente », qui se veut un peu la chronique de l'actualité d'immigration des 5 dernières années. Donc, on débute vraiment avant 2018, avant les élections provinciales, les positions des partis pendant la campagne électorale. Bon, en 2018, la CAQ est élue. Ensuite, les premières réformes qui passent pas trop. 2019, après ça, bon, une réforme du fédéral. On avance 2020, la COVID, et on se rend jusqu'à l'été 2023. Et il y a 53 chapitres très courts, là, de type « En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween ?» Le but, c'est vraiment de suivre l'actualité. Donc, au lieu de partir de la loi et de donner des exemples en immigration, j'ai décidé de partir de la nouvelle dans les médias et d'expliquer le fondement juridique derrière et de faire des recommandations au travers de tout ça. Et
plus on avance dans le récit, plus on voit que c'est moi qui viens à commenter l'actualité. Donc, j'ai eu la chance, dans les dernières années, d'avoir beaucoup d'entrevues médias. Et donc là, je vais expliquer, exemple, dans ce dossier-là, j'ai commenté de telle façon parce que c'est comme ça que je voyais la chose, ou j'ai appelé le journaliste pour dire il y a une situation à décrier. Et voici comment ça s'est réglé, finalement, l'intervention des médias, le pouvoir médiatique, le cinquième pouvoir qu'on dit souvent, très puissant. Et des fois, ça a permis de débloquer des dossiers d'immigration qui étaient dans une impasse. Parce que qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous êtes vraiment une référence en matière d'immigration. Vous avez fait ce livre-là qui s'adresse à qui? Aux gens d'affaires, aux immigrants? Non, le livre, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Les gens qui écoutent, lisent l'actualité d'immigration dans les médias et qui comprennent pas tout. Moi, je dis toujours immigration temporaire, permanente, la compétence du Canada, du Québec. Déjà, on a perdu tout l'auditoire, là. Donc, ce que moi, je dis, c'est, je vais vous l'expliquer tranquillement. Comme ça, vous allez mieux comprendre le prochain article dans les médias. Vous allez comprendre pourquoi le Québec dit telle chose ou devrait peut-être dire telle chose et qu'est-ce que le Canada. Donc, vraiment, les compétences en immigration là, du Québec, du Canada, moi, c'est mon dada, là. Donc, le but, c'est vraiment de vulgariser l'actualité d'immigration pour que les gens disent « Ah, finalement, j'ai mieux compris » ou « Ah, peut-être que cet article-là ne méritait pas de passer dans les médias parce que finalement, c'était une fausse nouvelle. » Exemple, des gens qui se plaignent, on m'a refusé mon permis de travail au renouvellement des Français, exemple, là, les chroniqueurs politiques disent, c'est des immigrants parfaits, ils sont parfaits pour le Québec, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Par exemple, s'ils ont essayé de prolonger un permis qui ne se prolonge pas, ben, ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait. Et s'ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait, c'est pour ça qu'ils sont refusés. Et donc, ça ne vaut pas toujours la peine d'interpeller les médias en disant que l'administration est trop sévère. Donc, c'est important de comprendre les rouages de l'immigration. Oui, j'ai lu dans votre livre que les médias disent tout le temps, ou souvent, que c'est la faute des gens de l'immigration, des fonctionnaires, alors que dans bien des cas, c'est les gens qui n'ont pas suivi la bonne procédure, n'ont pas respecté les délais, n'ont pas rempli les bons papiers, d'où l'importance, finalement, de faire affaire avec un professionnel. Exact. Ben, c'est ce que je dis dans mon livre. Tu sais, les situations où l'administration gouvernementale là, vraiment l'échappe, là, où l'agent s'est trompé, là, il y en a, mais c'est pas des cas qui finissent aux journaux, dans les nouvelles, parce que c'est pas assez sensationnel. Là. C'est des histoires vraiment où le dossier était clair, ça a été mal compris par l'agent, ou depuis il y a de plus en plus de dossiers traités à l'agent avec l'intelligence artificielle. Là, les agents passent environ 10 minutes sur une demande, donc ça va très vite. Mais les dossiers des médias, c'est à caractère plus sensationnel. Beaucoup maintenant, on le voit, des dossiers des gens qui vont se faire expulser en disant, bon, mais ils sont intégrés ici, tout ça. Oui, mais en même temps, ils sont en infraction d'une loi fédérale qui leur a demandé de quitter dans les 30 jours. Donc, c'est important de bien comprendre où on se situe en immigration. Et puis, donc, dans mon livre, c'est beaucoup ça, les relations Québec-Canada, des dossiers d'actualité. Et le but, c'est juste de rehausser la qualité du débat en matière d'immigration parce que c'est le sujet de l'heure. On le voit déjà en début 2024. C'est sur toutes les plateformes, tous les médias en parlent, autant au Québec qu'au Canada. Donc, c'est important pour la population de se faire une tête en étant capable de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Maintenant, comme vous savez, Full Job, c'est aussi des salons d'emploi. On en fait à Québec, on en fait à Montréal. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec différents types de visas. Puis il y a des gens, des exposants, des entreprises qui aimeraient pouvoir engager ces gens-là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est possible de faire avec les différents types de visas? On le voit depuis la réouverture des frontières, depuis, disons, la fin de la pandémie, là, quand les frontières étaient fermées, les gens qui pouvaient entrer au Canada, c'est uniquement les gens qui avaient, exemple, un permis de travail déjà approuvé par le fédéral ou un permis d'études. Il n'y avait pas vraiment de visiteurs qui pouvaient rentrer, à moins qu'on était en relation, exemple, avec un Canadien, puis là, on avait un formulaire à remplir. Bref, les frontières étaient quand même assez fermées de manière étanche. Et là, depuis la réouverture, bon, les visas de visiteurs, on le voit dans les médias, hein, quand les taux de refus de visas de visiteurs sont trop élevés, exemple, un artiste du Gabon qui vient au festival de jazz, son visa est refusé, là, on se plaint en disant que l'administration est trop sévère, mais de l'autre côté, quand il y a trop de visas de visiteurs d'émis et les gens viennent demander l'asile, les gens disent, ben là, les frontières sont des passoires. Donc, on vient un peu perdu là-dedans, mais histoire courte, on le voit dans le bureau, dans mon cabinet, Maxime Lapointe et associé, depuis un an, là, de plus en plus de gens me disent « Je suis en visiteur ici, je suis arrivé comme visiteur, je me cherche. » Là, les gens me disent ça. « Je me cherche un contrat de travail. » Puis là, je leur explique que ce n'est pas un contrat que tu cherches. Là. Tu cherches un employeur
qui va vouloir faire une démarche de recrutement international dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui est de compétences partagées entre le Québec et le Canada. Donc, on fait une demande à Service Canada, une demande au ministère de l'Immigration du Québec. Quand les deux rendent une décision conjointe, on a l'autorisation qui nous permet de demander un permis de travail. Et là, le permis de travail s'obtient soit de deux façons. La première, c'est en allant à la frontière canadienne, l'expression le tour du poteau, là, les gens la connaissent bien, là, qui sont des clients à l'immigration. Donc, on va à la frontière canadienne la plus proche en voiture, on entre aux États-Unis en disant qu'on veut retourner au Canada pour activer un permis. Les États-Unis nous refoulent, il n'y a pas de problème jusque-là. Et on arrive au Canada et là, on dit « je vais activer un permis de travail », on présente la documentation et les agents des services frontaliers ont une discrétion d'émettre ou non le permis de travail. Donc, ça, c'est l'option la plus rapide, qui fonctionne bien dans la mesure où on a encore un visa pour pouvoir revenir au Canada après, sinon ils ne laisseront pas rentrer. Donc, il y a quand même un peu de stratégie. Sinon, on prolonge le permis, le statut au Canada de visiteur, on le change en travailleur en ligne sur un portail, mais là, les délais prennent environ 5-6 mois pendant lesquels on ne peut pas travailler. Donc, oui, c'est important de savoir qu'en visiteur, on peut se magasiner un emploi, mais on n'a pas le droit de travailler au jour 1 et on ne peut pas travailler avant d'avoir le permis de travail imprimé dans notre poche. Donc, pour une entreprise qui reçoit dans un salon de l'emploi une personne avec un visa visiteur ou autre, c'est possible d'avoir une relation oui, ta candidature m'intéresse, puis on sort aller voir un avocat pour débuter les démarches, qui pourrait relativement se faire assez rapidement. Ça, les délais de traitement au jour d'aujourd'hui sont assez favorables. Dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, là, si on parle d'environ 2 mois, là, la demande est approuvée. Nous, au bureau, on a la capacité de déposer les dossiers assez rapidement, là, donc c'est pas nous qui retardons le processus. D'un mois à l'autre, des fois c'est le Québec qui est un peu plus lent, des fois c'est le Canada, hein, c'est une décision conjointe, mais de manière générale, là, disons dans la dernière année, les délais sont quand même assez bons. Et ensuite, on peut aller demander le permis de travail. Mais il y a quand même plusieurs bémols à ce que vous me dites, M. Grondin, c'est que oui, on peut passer le candidat en entrevue, mais on ne peut pas lui faire un stage pas payé. Il y a beaucoup d'employeurs qui me disent « Non, il ne travaille pas chez moi, là, il est en stage d'observation, pas payé. » Mais quand on vole le travail d'un Canadien, quand on vient compétitionner le marché de l'emploi local, on est en infraction. Donc, les employeurs, il faut quand même être très prudents et il faut s'assurer aussi que le travailleur va rester pas loin pendant le traitement du dossier. Ça s'est déjà vu. Des fois, on fait une demande, mais le travailleur s'est trouvé un autre job où est-ce que l'employeur B, disons, est moins regardant sur le permis de travail, puis il va le faire travailler tout de suite au noir, puis ça dérape. Là. Donc, il y a quand même des bonnes pratiques à avoir pour les entreprises. On entend souvent les gens dire qu'il faut que tu t'inscrives sur Arima. Arima, c'est quoi? Puis ça vaut-tu vraiment la peine de s'inscrire sur Arima? Depuis 2018, le Québec fonctionne avec un système qui s'appelle la déclaration d'intérêt, qui était déjà utilisé au fédéral depuis 2015. Avant 2018, au Québec, c'était premier arrivé, premier servi. Donc, ça veut dire que je dépose une demande de résidence permanente pour un travailleur qualifié. On me donne un numéro de dossier, il y a une grille de points si je suis approuvé. Bon. Et quand la CAQ s'est fait élire en 2018 en promettant de baisser l'immigration de 50 000 à 40 000 nouveaux arrivants par année, il fallait qu'on coupe quelque part. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de 18 000 dossiers dans la catégorie des travailleurs qualifiés, des dossiers de famille, donc des fois, il y a 2-3 personnes dans le même dossier, donc il y avait plus de 40 000 personnes en attente, et on ne pouvait pas, évidemment, baisser l'immigration sans couper le. Donc là, on a détruit les 18 000 dossiers, ça a fait des poursuites, et on a basculé sur le système de la déclaration d'intérêt, où est-ce que là, le gouvernement a plus la latitude de sélectionner des gens selon leur profil, selon le besoin de l'emploi. Là, le but d'Arima, c'est d'arrimer les besoins du Québec avec la disponibilité de travailleurs étrangers, autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Donc, on peut déposer sa demande dans Arima, puis c'est le bout qui est important. On peut déposer sa déclaration d'intérêt dans Arima et ne jamais être invité à déposer un dossier complet. Donc, c'est loin d'être un automatisme. Maître Lapointe, votre livre, on peut l'acheter ou le retrouver à quel endroit? Bien, il est dans toutes les librairies. Là. Il n'est pas nécessairement en inventaire en librairie, mais on peut le commander à partir de toutes les librairies du Québec. On peut acheter une copie en PDF aussi, là, sur la plupart des sites, exemple Renaud Bré ont des copies en PDF. Très facile à trouver aux éditions de l'Apothéose aussi, qui est l'éditeur de mon livre, que je remercie, là, qui m'ont donné l'opportunité justement d'avoir accès au Salon du Livre, aux librairies. Là. Donc, il faut comprendre mon livre, là, je l'ai fait vraiment de manière autonome, avec
montant personnel. C'est une initiative purement citoyenne, là, disons. Donc, il est disponible au Québec facilement. En France, il est disponible sur le site de la FNAC pour une version en PDF. Et on peut acheter n'importe où aussi la version PDF. Donc, il n'est pas distribué papier en France pour le moment, mais j'attends l'opportunité de le faire. Parce que moi, je l'ai lu. C'est un très bon livre. C'est un livre qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, autant qu'aux entreprises, qu'aux dirigeants, qu'aux gens qui veulent en connaître plus sur l'immigration. Monsieur Maxime Lapointe, merci beaucoup de votre présence. Puis on se revoit bientôt. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Au plaisir. Richard Grondin vous attend la semaine prochaine dans la Voie de l'emploi. Vous avez des emplois à offrir? Écrivez-nous à job avec un S à commercial fulljob avec un S.ca. Le monde du travail a changé. Aujourd'hui, ce sont les employeurs qui font la file devant les travailleurs. Et afficher un emploi coûte cher. Mais ça, c'était avant Full Jobs. Pour 299 $ par année, Full Jobs vous offre le forfait le plus complet, avec l'affichage d'emploi illimité. Une véritable révolution quand on pense à ce que vous offrent les autres sites d'emploi pour beaucoup plus que 299 $. Souvenez-vous que les employés achètent d'abord un environnement de travail. Arrêtez dès maintenant de vendre une job et commencez à vous vendre. C'est la différence Full Jobs qui vous permet de présenter vos attraits et vos avantages avec votre logo, 6 photos de votre entreprise pour montrer votre salle de gym, votre bar ou vos activités de team building et une vidéo corpo pour faire vivre l'ambiance. Mais votre futur employé veut aussi voir de quoi aura l'air son poste de travail. Montrez-lui en publiant 6 photos et une vidéo de son environnement immédiat. Seul Full Jobs vous offre toutes ces possibilités de séduire le candidat parfait pour seulement 299 $ par année. En plus, vous aurez accès aux milliers de CV inscrits sur la plateforme. Parce que Full Jobs, c'est aussi la force d'un réseau. Avec Full Jobs, déclarez la guerre à la pénurie de main-d'œuvre avec la meilleure arme de promotion. Avec Full Jobs, on vend votre entreprise pour que les employés vous achètent.